Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquois. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode, une année dans. Le concept est très simple, je me suis souvent rendu compte qu'on ne connaît qu'une seule étape de production, genre la récolte pour les céréales ou la traite pour le lait, et que souvent on ne connaît pas ce que font les agriculteurs tout le reste du temps. Alors, dans les épisodes Une année dans, j'ai décidé de revenir, mois après mois, sur les étapes de production avant que le produit arrive dans nos mains. Et bien sûr, ce n'est pas moi qui vais vous le raconter, mais la personne qui le fait. Alors aujourd'hui, je vous présente un épisode qui va vous parler du lait de vache, et on va en parler avec Paul Faure, qui est éleveur de vaches laitières en montagne, dans le Vercors. Il est aussi président de la coopérative Vercors-Lait, et vous verrez, on en parlera pas mal dans l'épisode. Je tenais à vous parler du lait, notamment du lait de vache, parce que c'est une filière qui est pas mal débattue sur plusieurs sujets, notamment au niveau de sa production, et je trouvais intéressant de vous proposer cette interview. Dans cet épisode, je vais bien sûr vous parler des vaches, mais avec Paul Faure, on a aussi parlé de la modernisation de la production, mais aussi de la question du prix du lait, qui est centrale pour l'avenir de la filière. Alors, comment est produit le lait de vache ? Et quels enjeux rencontre la filière laitière ? C'est le sujet de l'épisode du jour. La première question, c'est de me dire un peu où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Donc bonjour à tous, donc moi Paul Faure, ici nous sommes au GEC des Verts-Sapins à Hébertières, au nord d'Autran. C'est un peu le coin le plus froid du Vercors. Ça conserve les gens. Donc le GEC des Verts-Sapins aujourd'hui c'est deux associés, je suis en société avec mon frère Eric. Le GEC des Verts-Sapins, à la base, il a été créé le 1er avril 1993 avec mon père. Et puis, jusqu'en 2005, et au 1er janvier 2005, mon père a pris sa retraite et c'est Eric qui a pris la suite. Comment est votre ferme ? Le GEC des Verts-Sapins, aujourd'hui, c'est entre 117 et 120 hectares exploités. Nous avons un cheptel de 90 vaches laitières et 60 génisses. Avec ces 90 vaches laitières, on produit aux alentours de 570 000 litres de lait qu'on commercialise à la coopérative Vercors-Lait. Et puis le reste de l'activité, c'est de l'élevage de génisses. L'élevage génisses, on les élève pour la suite du renouvellement du cheptel, parce que toutes les années, on renouvelle 20 à 30% de notre troupeau. Pour diverses raisons, ça peut être des problèmes de boiterie sur des vaches qui produisent mal, ça peut être des problèmes de reproduction, ou tout simplement une vache qui est un peu trop âgée, qui arrive à 10-12 ans. On la renouvelle, voilà, donc on a 20-25 génisses chaque année qui viennent renouveler ce troupeau. Et les génisses, elles ont 1 an ? Elles ont de 0 à 3 ans. Okay. Aujourd'hui, une génisse, elle devient vache entre 2 ans et demi et 3 ans. On la remet la reproduction à 18-20 mois, quoi, ça dépend. Quand on dit reproduction, ça veut dire aussi qu'une vache, une génisse, elle porte 9 mois son petit veau. Sur ces 120 hectares, on produit uniquement du foin et de l'enrubanage. L'enrubanage, c'est simplement du foin qui est rentré semi-sec à 50%, qu'on met sous plastique. Oui, c'est les grosses bâches qu'on voit là. C'est les bâches bleues ou bâches vertes ou bâches blanches. Nous, ça nous permet déjà d'avoir moins de bâtiments parce qu'on rentre quand même beaucoup de fourrage pour les 6 mois de l'hiver. Et donc c'est du foin qui est rentré à 50% de matière sèche et qu'on collecte souvent à la période du mois de mai-juin. Voilà. Et est-ce qu'elles vont également au pâturage, je présume ? À peu près combien de mois dans l'année ? Enfin, comment ça fonctionne ? Alors le fonctionnement un peu type de l'exploitation, c'est du 1er novembre au 1er mai, ce qu'on appelle un hivernage. C'est que les vaches et les génisses, elles restent à l'intérieur de la stabulation tout l'hiver. Alors l'hiver, le quotidien d'une vache et de l'agriculteur, c'est la traite matin et soir. Nous, la traite, on arrive à 5h30 du matin, on traite à 6h
jusqu'à 8h, 8h30. Il y a 2 heures de traite et une demi-heure de lavage. Quand il y en a un qui fait la traite, moi je fais la traite du matin, mon frère fait la traite du soir. Donc pour l'instant que moi je fais la traite, mon frère lui il fait le soin aux animaux, donc il nettoie les auges, il distribue le foin, il distribue l'enrubanage. Après il donne du lait aux petits veaux, donc un petit veau c'est de 0 à 3 mois. On les allaite jusqu'à 3 mois les génisses. Donc la période peut avoir, on peut avoir entre 5, 10 ou même 25 petits veaux à faire boire chaque jour. C'est pareil que la traite, c'est matin et soir. On donne le lait entier de la vache au petit veau pendant une semaine. Et puis après, nous, on choisit de donner de la poudre de lait, comme ça, c'est plus régulier et on a un lait de meilleure qualité. Enfin, de qualité, je veux dire, il n'y a pas de lait de mélange pour que les petits veaux prennent les problèmes de diarrhée. Donc on passe en poudre de lait. Et puis ça nous permet aussi de vendre le lait à la coopérative, comme ça on vend plus de lait à la laiterie. Voilà. Après, le matin, on finit notre travail entre 9h et 9h30. Et puis après, on recommence à 16h30 de nouveau, la même chose que le matin. Là, on inverse les rôles. C'est moi qui fais le nettoyage. Je pousse les vaches en aire d'attente. Mon frère, il prépare la traite, il traite, il lave. Et puis, on termine à 19h30, 20h. Si on n'a pas de soucis, ça peut arriver à avoir des vélages. Les vélages, on les a à n'importe quelle heure de la journée. Et puis voilà, ou des fois même, on retourne le soir à 10h, 11h pour voir une vache qui est malade, qui veut faire son petit veau. Et on y recommence le matin à 5h30. Et toute cette période de vélage, à quelle période de l'année exactement? Alors nous, l'année dernière, on a fait 102 vélages. Et les 102 vélages sont répartis sur les 12 mois. Alors il y a des mois qui a plus de vélages que d'autres. Je dirais qu'en août, septembre, octobre, il y en a pas mal. C'est à l'entrée de l'hiver. Et puis après, on en a tous les mois. Hein. Le but étant d'avoir un peu des vaches taries tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce qu'une vache tarie? C'est une vache qu'on ne traite pas. Donc, on la tarie à la fin de son 7e mois de gestation. Donc, le 8e mois et le 9e mois de sa gestation sert à juste qu'elle se nourrisse et qu'elle nourrisse son petit veau. Et après, elle fait son veau à 9 mois et 15 jours en général. Et après, on la rentre en salle de traite pour qu'elle rentre en production laitière. Il y a l'idée que la vache fait du lait à l'infini, entre guillemets, et que justement, ça ne s'arrête pas. Une vache, si vous voulez qu'elle fasse du lait, il faut qu'elle fasse un petit veau. Et une vache qui n'arrive pas à faire un petit veau, on ne peut pas la garder. Après, quand elle est gestante, elle fait son petit veau. En général, on attend entre 60 et 90 jours pour la remettre à la reproduction. C'est suivant la production de la vache et la sensibilité, si elle n'a pas eu des problèmes sanitaires. Mais en moyenne, s'il n'y a pas de souci, c'est 60-70 jours. Donc après, on fait insémination artificielle. Ça nous permet aussi de sélectionner les sujets qu'on veut, quoi. On fait de la génétique. Si vous avez une très bonne vache, je dis, je vais choisir un taureau sexé. Donc on va le choisir avec une femelle. Ça, aujourd'hui, ils savent faire, ça marche à 99,9%. Pour être sûr d'avoir une femelle, du coup. Ça arrive une fois de temps en temps qu'on a un mâle. Mais... Et justement, vous me dites que c'est pour sélectionner notamment la production de lait, mais est-ce que vous faites aussi attention à des critères dus à la rusticité, on va dire, de l'endroit? C'est tout un ensemble, oui. Ouais. Donc la Montbéliarde, c'est une vache qui produit bien, mais elle a un peu des soucis de pied, d'aplomb. Donc on fait très attention à ces aplombs, on fait attention aussi à la matière grasse, matière protéique. Si vous avez de la bonne matière protéique, vous avez des bons rendements fromagers. On fait un planning d'accouplement à l'automne et on prévoit pour l'année qui suit les taureaux qu'on va mettre sur la vache. Par exemple, la vache numéro 1, elle a une petite taille, elle a une grande mamelle, elle a des mauvais aplombs, donc on va essayer d'améliorer tout ça. Et c'est pour ça du coup que vous choisissez l'insémination artificielle également, voilà. Ça permet de mieux choisir du coup les... Ça nous permet de maîtriser de A à Z l'insémination et puis le sujet qu'on veut mettre sur la vache. Et aujourd'hui, dans une exploitation, ce qu'on veut aussi, c'est de la rentabilité. Donc une vache qui produit peu et qui fait des laits pas riches, ça ne nous intéresse pas trop. Après, si on parle race Villard-de-Lans, là on est dans
Dans les deux extrêmes, la race Villard-de-Lans, c'est une race qui a été exploitée par nos anciens, mes parents, mes grands-parents. Elle avait été délaissée parce qu'elle ne produisait pas assez, que la Montbéliarde est arrivée sur le marché dans les années 70. Par contre, dans les années 60, 60, 50, elle avait une particularité, c'est qu'avant qu'il y avait le tracteur qui arrive dans les exploitations, c'était une vache qui était une race de vache de travail. Elle travaillait au champ, elle produisait un peu du lait et elle produisait de la viande. Donc elle avait ces trois fonctions qui faisaient qu'elle plaisait bien à nos anciens. Et puis voilà, ils ont vécu avec des décennies avec cette race. Aujourd'hui, on est rentré plus dans de la rentabilité parce que une exploitation agricole aujourd'hui, elle est endettée, elle a des emprunts. Que nos anciens, ils n'avaient pas tout ça. Ils n'avaient pas des stabulations à faire, des salles de traite à faire, ils n'avaient pas des tracteurs, ils n'avaient pas du matériel qui allait avec. Donc ils n'avaient pas tous ces soucis-là, ils produisaient peu, ils avaient 4-5 vaches, ils avaient 4-5 génisses, ils avaient 6-7 hectares. Voilà. Moi, c'était la ferme type de mon grand-père avant. Et question bête, mais vous êtes d'accord avec ce genre d'évolution ? Vous trouvez que vous y avez gagné ou vous pensez que... Alors je dirais que le modernisme a du bon. Parce qu'un tracteur, un confort, un tracteur, vous avez une cabine chauffée ou climatisée, vous avez un très bon siège. Ça, c'est très très bien pour le confort du tracteur et de l'agriculteur. Mais par contre, on court toujours après de la rentabilité, après du volume de lait, volume de travail, qui fait moi, je me suis installé en 93, j'ai attaqué avec mon père, on produisait 200 000 litres de lait. Aujourd'hui, on est bientôt à 600 000 litres de lait. On a multiplié par 3 et notre salaire n'a pas monté de fois 3. Hein. Il a évolué comme la vie a évolué, hein. Mais il a pas suivi comme il aurait dû suivre. Mais on peut peut-être en parler. Après, on reviendra sur les mois de production, mais voilà. Justement, puisque vous abordez le sujet, on peut peut-être en parler, la question du prix du lait, qui va avec cette évolution des fermes. Moi, comme je vous disais, avant de travailler dans le milieu agricole, je ne connaissais pas du tout. Je voyais bien qu'il y avait des manifestations ou des revendications sur le prix du lait, mais je ne comprenais pas du tout l'enjeu qu'il y a dessus. Est-ce que vous pouvez en parler ? Disons que le lait, ça a toujours, les histoires coopératives, industrie, ça a toujours été des sujets chauds dans les exploitations, puisque nous, mes grands-parents, mon père, il y avait une coopérative à Autran. Chaque village un peu avait sa fruitière, ils avaient leur fromager, et ça a duré jusque dans les années 98 chez nous, je dirais, mais il y a les quotas laitiers qui sont arrivés en 84, et les quotas laitiers sont été mis en place pour maîtriser la production, puisque dans les années 70-80, on disait aux agriculteurs, faut produire. Donc les producteurs sont allés tête bêche dans la production, mais on parlait production, mais valorisation, elle n'était pas toujours été là au rendez-vous, et le prix du lait, il n'a pas suivi comme il aurait dû suivre, et que les agriculteurs avaient pas tellement la main dessus. Et c'était plutôt du coup les industriels qui le décidaient. C'était au CRIEL, il y avait le comité régional des industries laitières. C'était voilà, il y avait les industriels, il y avait la grande distribution, et puis il y avait les agriculteurs. Mais ils faisaient pas souvent le poids vis-à-vis de ces gens-là, et ils avaient toujours une excuse pour pouvoir pas faire monter le prix du lait. Et du coup, nous, à un moment donné, les agriculteurs du Vercors, on a dit. On veut prendre notre destinée en main. En parallèle, dans les années 94-98, dans le Vercors, avec le groupe Lactalis qui avait la laiterie à Villard-de-Lans, on a cherché à faire une valorisation avec le bleu du Vercors-Sassenage. Du coup, on a voulu faire une AOP bleu du Vercors-Sassenage. Du coup, on a mis 4 ans, 94-98. En 98, elle a été obtenue, ce qui était une très bonne chose. Mais après 98, donc le groupe Beignet avait la main sur cette AOP, mais il ne développait pas assez la production du bleu du Vercors. Et nous, on a voulu monter un
un projet de fruitière parce qu'on pensait que ça n'évoluait pas dans le bon sens. Et du coup, le groupe Beignet nous a dit ne faites pas de bâtiment, ne faites rien, on va vous vendre l'outil. Du coup, c'est comme ça que la coopérative Vercorlet a pris la gestion directe au 1er octobre 2003 à Villard-de-Lans. Et là, la donne a changé totalement puisque on maîtrisait tout de A à Z, de la production à la fabrication et la commercialisation du produit fini. Et de là aussi, on allait pouvoir maîtriser notre prix du lait. Et qu'est-ce que ça change justement pour un éleveur de travailler pour une coopérative comparée à Disons que, un groupe classique en termes de prix? Au départ, ça a été un petit peu dur les premières années parce on s'est mal structuré, mais après, on a remis en 2008 un plan de relance, on a relancé tout ça et on est arrivé à se structurer. Et je dirais que là, l'aventure a vraiment commencé sur une bonne base. On a créé des magasins de vente directe. Avec tout ça, on est arrivé à se structurer. On arrive à vendre déjà, rien qu'avec les 3 magasins, on arrive à vendre entre 35 et 40% de ce qu'on fabrique. Donc ce qui est important quand même. Ça nous fait une meilleure valeur ajoutée. On est parti depuis quelques années à faire un prix linéaire du prix du lait. On est à 420 € tous les mois en conventionnel et 520 € en bio, plus des primes de qualité. Et l'avantage de la gestion directe, c'est que nous, quand on a payé nos emprunts, nos charges sociales, nos salariés, nos payes de lait, et à la fin de l'année, on fait le bilan de tout ça avec notre comptable, l'expert comptable. S'il reste de l'argent, au lieu de faire des résultats astronomiques qu'on pourrait faire quand ça marche bien, on refait de ce qu'on appelle une ristourne. Enfin, on redistribue la marge en partie de ce qu'on a gagné avant imposition. Alors qu'actuellement, il y en a des éleveurs laitiers, leur prix fluctue de mois en mois en fait. Après, ceux qui travaillent avec des entreprises privées, même avec des coopératives, des grandes coopératives, ils suivent plus comme ça se faisait. Ils ont plus un prix régional avec des hausses, des baisses, avec des fluctuations qui peuvent varier de 100 € 1000 litres entre une période et une autre. Nous, quand on va voir un banquier et qu'on veut des emprunts, il est beaucoup plus satisfait quand il voit un prix qui est linéaire et qui ne fluctue pas et qu'il y a des garanties sur ce prix du lait. Et surtout pour les jeunes agriculteurs qui s'installent, il faut des capitaux énormes maintenant pour reprendre des exploitations. C'est bien, c'était un de mes sujets, donc allez-y, je vous écoute. Aujourd'hui, le Vercors, on a de la chance d'avoir une bonne pépinière de jeunes. Et je pense qu'on a mis plein de choses en place qui fait qu'aujourd'hui, la mayonnaise a pris. Si vous voulez, aujourd'hui, on a pu créer une petite association, c'est eux qui l'ont créée, c'est l'association Graines d'éleveurs. C'est nos enfants qui avaient entre 6 et 18 ans. Et ça fait une bonne dizaine d'années que ça a été mis en place. C'était, quand on fait le comice agricole avec la fête du bleu, nous on emmène des vaches pour faire le concours et en même temps on emmenait des petits veaux de 2 mois et on le faisait promener à nos enfants. Et pour les remercier à un moment donné de leur travail à ces enfants, on leur a dit venez. On les a emmenés au Salon de l'Agriculture à Paris et de là est partie un peu une équipe de graines d'éleveurs. Et du coup, cette équipe de graines d'éleveurs, aujourd'hui, elle vit. En parallèle, maintenant, les petits, ils ont grandi. Il y en a maintenant, ils sont passés dans les jeunes agriculteurs ou futurs jeunes installés, comme mon fils qui est futur jeune installé. Les GIA du Vercors, ils sont une bonne trentaine aussi. Et on a la chance, il y a ces 2 assos, les GIA du Vercors et les graines d'éleveurs, qui font des manifestations. Tout ça fait que ça fait de la vie dans le Vercors. Et je pense que sans cette vie-là, la mayonnaise aurait moins bien pris. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce qu'on ne pense pas qu'au travail. On vante notre Vercors et c'est comme ça que je pense qu'aujourd'hui, on positive les choses sur l'agriculture. Parce que si vous êtes tout le temps la tête dans le guidon à faire que de travailler et pas aller voir ce qui se passe à l'extérieur, pour moi, ça passe pas. C'est pas comme ça qu'on y arrive. Et c'est comme ça qu'on s'essouffle si on reste trop sur les exploitations. Et vous avez pour objectif d'accueillir d'autres exploitations dans la coopérative Oui, après la porte est ouverte. Après, je dirais que c'est pas facile de changer de laiterie. Sur le Vercors, il y en a d'autres qui sont dans d'autres laiteries. Après, aujourd'hui, on n'était pas en position de force au niveau prix du lait pour
je dirais, séduire des nouveaux coopérateurs. Après, voilà, chaque agriculteur est libre de faire ce qu'il veut. Et chaque agriculteur, c'est un chef d'entreprise, c'est à lui de voir si, voilà, qu'est-ce qu'il veut faire de son avenir, quoi. Si c'est mieux de rester où il est ou s'il va aller voir ailleurs, mais bon, ça appartient à chaque producteur. Et du coup, pour revenir un peu sur l'exploitation, vous avez déjà un peu parlé de la période hivernale. Ouais. À partir de quand les vaches sortent? Souvent, c'est vers le 25 avril, 1er mai, et là, on les met au pâturage. Donc la journée type d'une vache, c'est la traite du matin, et puis après, à 8-9 heures du matin, on les sort à la pâture. Elles sont dehors de 9 heures du matin à 17 heures. À 17 heures, on les rentre, on les traite, on leur donne du foin. Elles ont toujours du foin à volonté quand elles rentrent à l'intérieur, même l'été. C'est pour leur réguler le transit par rapport à cette herbe qui est très riche au printemps. Et puis, quand les périodes plus chaudes arrivent, je dirais fin mai, début juin, là, nous, on les remet la nuit au pré. Donc après, du mois de mai, je dirais au mois d'octobre, les vaches, nous, elles vont une bonne partie du temps dehors. Après, quand il y a les périodes de grosse chaleur, là, au mois de juillet, août, on les met à 8-9 heures du matin, mais par contre, on les rentre à midi ou 13 heures jusqu'à 20 heures. Et là, elles sont dans la stabulation, elles sont à l'abri du soleil. Où elles continuent à manger au DAC. Le DAC, c'est un distributeur automatique de concentré. Pour parler de lait, si on veut faire du lait aussi, une vache, il lui faut du foin, de l'herbe, mais il lui faut aussi de la farine. Farine, donc nous, ici, c'est maïs orge. Donc une vache peut manger 2, 3, 4 kilos de céréales, suivant sa production. Et puis elle mange aussi du tourteau de soja, de colza. Nous, on donne 50% de chaque, colza et soja. Pareil, là, ça peut aller de 1 à 2 kilos par jour, suivant sa production. Et dans tout ça, quelle est la partie qui est produite sur la ferme? Alors nous, tout ce qui est céréales, tourteau de soja, colza, c'est tout acheté à une autre coopérative ou un industriel. Ça vient en général, souvent de Rhône-Alpes, les sojas des fois de plus loin, mais on achète 100%. Parce qu'à Autran, on ne produit pas de céréales. Enfin, moi j'ai pris l'option de ne pas prendre de faire de céréales parce que avec le froid et tout, ça marche pas souvent bien. Donc on préfère acheter et puis on préfère garder nos terres pour les renouveler. On renouvelle 6-7 hectares en prairie artificielle directement. Au lieu de mettre de la céréale, on laboure au mois d'avril-mai et on cultive. Soit on met une luzerne dactyle, soit on met un mélange de graminées de légumineuses, ce qu'on appelle une prairie temporaire. Et là, on va la mettre en place. Par exemple, cette année, on va la cultiver pendant 4-5 ans et après, on retourne renouveler ce champ. Les vaches, elles sortent, mais les pâtures sont proches de l'exploitation pour revenir pour être traites le soir, en fait. Le plus loin qu'elles vont, elles font 1 kilomètre, des poussières, quoi. Mais c'est déjà pas mal. Il faut sortir 80 vaches dehors par les chemins. Bon, on essaye de, même pas le plus possible, on ne passe pas trop par la route. On a des accès qu'on a fait dans nos prés à nous. Et comme ça embête pas trop les voisins, quoi. Et du coup, pour parler un peu plus de la traite, comment ça se passe? C'est une traite semi-automatisée avec... Nous, on a une salle de traite 2x7, donc on traite 14 vaches à la fois. Il y en a 7 de chaque côté. On met un produit moussant, un désinfectant. Après, on passe à la lavette. Après, on branche la vache. Là, elle est branchée, mais elle est en automatique, ce qui veut dire qu'elle se traite pendant entre 5 et 7 minutes. Pour l'instant que je traite 7 vaches, les 7 autres sont en train de se traire, elles se défont toutes seules. Quand c'est fini, on leur met un produit iodé sur le pis. Parce qu'il faut savoir qu'au bout du treillant de la vache, le sphincter il reste ouvert une demi-heure. Pour pas que les microbes remontent dans le pis de la vache, on met un produit iodé, et ça fait un peu comme une teinture d'iode, là, un peu. Donc on met ça, après on sort la vache, et après elle va manger sa farine ou son foin dans la stabulation. Et puis ainsi de suite. Ce qui fait que nous, pour traiter 80 vaches en ce moment, avec toute cette préparation, il nous faut 2 heures. 2 heures matin, 2 heures soir, une demi-heure de lavage le matin, une demi-heure de lavage le soir. Donc 5 heures par jour pour faire déjà rien que la traite. Et la production de lait fluctue à l'année, justement? Du coup, elle suit, oui, parce qu'une vache, nous, elle produit entre 20 et 24 litres par jour et par vache. Ouais. Ce qui fait que vous pouvez avoir, comme là en période, on a 3700, 3800 litres de lait
tous les 2 jours, parce que le laitier passe toutes les 48 heures. On met 4 traites dans le tank à lait. Le lait est refroidi à 3 degrés. En ce moment, on fait 24 litres par vache et on en a 80. On est à 3700-3800 litres. J'ai eu 2 questions du coup forcément du grand public. La première, c'est sur le robot de traite, le fait que certains ont parfois une traite automatique, on va dire, où la vache peut aller se faire traire quand elle le souhaite, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il en est un peu dans la profession? Dans le Vercors, il y a une installation qui est robotisée. C'est un copain qui est sur Saint-Nizier-du-Moucherotte. Eux, ils ont 2 robots pour traire 100 vaches, ou 110 vaches, je crois. Donc nous, dans le Vercors, AOP, je dirais Bleu du Vercors, c'est pas interdit. Hein. On peut faire la traite robotisée, parce que vous avez des AOP qui interdisent le robot. Oui. Pour quel motif? C'est pour le motif qu'il faut traire que 2 fois la vache par jour, que le robot va traire pratiquement 3 fois plus souvent, qu'il faut laisser reposer la vache plus. Ça, chacun a ses arguments là-dessus, j'y rentrerai pas dans le détail. Donc nous, il est autorisé. Après, il y a un problème de coût. Parce que moi, il y a 10-15 ans en arrière, ça m'intéressait, hein, j'étais fou de ça. Et puis, quand on met les chiffres les uns derrière les autres, et voilà, l'investissement est quand même onéreux. Et je dirais qu'aujourd'hui, si je voudrais robotiser mon exploitation, il faut investir 300 000 euros. Donc 300 000 euros, quand vous faites 300 000 euros de chiffre d'affaires, quand vous avez tout le matériel de fenaison, les tracteurs, le bâtiment à payer et tout, bon. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens de le faire. Même si je le voulais, je pourrais pas, parce que le banquier me prêterait pas l'argent. Et du coup, ça s'adresse à des exploitations qui ont déjà fini leurs emprunts. Voilà, ou qui sont en vitesse de croisière, voilà, qui ont fini de payer les bâtiments, qui ont moins de matériel peut-être à eux, qui travaillent plus en CUMA. En France, il y en a beaucoup, mais disons que dans les troupeaux laitiers de plaine, ils ont une production qui est beaucoup plus élevée. Nous, en montagne, on a les AOP, on a des productions qui sont beaucoup plus modérées. On fait plutôt du 5, 6, 7 000 litres de lait par vache. Qu'en plaine, avec les alimentations qu'ils ont et tout, ils sont plutôt à 10, 12 000 litres. Avec un robot en plaine, vous pouvez produire 6, 700 000 litres de lait. Du coup, la rentabilité n'est pas la même. Donc voilà, peut-être qu'un jour, nos enfants choisiront cette option-là, quand tout sera payé, les bâtiments et tout. Mais je dirais qu'aujourd'hui, nous, on a aussi un rythme de travail qui est soutenu, mais qui, l'hiver, je dirais, nous permet quand même... La traite, c'est le gros du travail de la journée. Par contre, l'avantage du robot, c'est qu'il va vous soulager au niveau physiquement. Vous serez beaucoup moins atteint au niveau des épaules, je dirais. Oui, parce que même si c'est semi-automatique, il n'empêche qu'il y a un geste. Il faut laver. Il y a plein de gestes qui sont vachement manuels et vous finissez la traite au bout de 2 heures. J'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, je sens le poids des années de traite parce que les épaules, elles commencent à souffrir. Mais bon. Notre quotidien aussi, c'est de prendre des congés quand même. On travaille 7 jours sur 7, mais tous les 15 jours quand même, l'hiver, on prend un congé de 10 heures le samedi, 10 heures du matin à 6 heures le lundi matin. Ça nous fait 1 jour et demi de congé, quoi, tous les 15 jours. Après, celui qui est tout seul, par contre, ça lui fait encore un peu plus de travail. Mais c'est le prix à payer pour avoir 1 jour et demi de congé tous les 15 jours. Après, quand j'ai mon fils qui est là, avec sa copine, des fois, et ça nous soulage bien parce qu'il nous aide. Donc celui qui est traite tout seul, s'il a la chance d'avoir les jeunes avec lui, ça lui fait moins de boulot, mais bon. On essaye aussi d'être quand même des agriculteurs modernes, on part en vacances. Ça, il ne faut pas oublier de le dire, parce que si aujourd'hui, moi, je suis bien dans ce que je fais, c'est parce que j'arrive à avoir des week-ends, un week-end sur 2, et je dirais 15 jours, 3 semaines de vacances par an maintenant. Et justement, vous êtes investi au niveau économique, on va dire, dans la filière agricole. Pourquoi déjà avoir voulu être éleveur laitier et pourquoi être investi? Je dirais que la passion du lait, ça ne s'apprend pas. Je ne l'ai pas pris à 18 ans, c'est que je suis tombé dans la marmite tout petit. Hein. Mon père, j'étais tout le temps avec mon père, gamin. J'ai appris à traire des vaches dès le plus jeune âge. Et puis la passion, elle est là. Même si des fois, on crie après ce boulot, ça nous fait flic, on en a marre, on est fatigué. La passion, elle est tellement là que vous y retournez le lendemain et le surlendemain. Et voilà, la passion, ça ne s'explique pas. On travaille avec du vivant, on fait naître des animaux, on fait de la production. Et c'est assez motivant. Je dirais le plus beau, c'est peut-être l'été, quand on fait les foins.
Là, on est dans la nature, on fauche chez foin, on fane, on fait les bottes. Ouais, c'est chouette ça. Donc tout ça fait que, voilà, après les responsabilités, elles sont venues un peu naturellement. Je suis rentré au conseil d'administration de la coop laitière dès presque mon installation très jeune. Et puis, nous, au Tran, on était à part avant. En 2003, on a fusionné avec Vercors-Lait. En 2007, on était en difficulté. La coop, il fallait relancer tout ça. Il n'y avait pas trop de monde qui se bousculait pour prendre la place. J'ai pris ça parce que j'ai pris la présidence parce que personne ne la voulait. Et que, voilà. Moi, il fallait que je fasse vivre ma famille. Il fallait que la coop, elle marche. Et j'y suis allé. Oui, j'y suis allé. J'avais le cœur qui tremblait. Mais voilà, j'y suis allé. Vous avez eu du courage. Et puis aujourd'hui, j'ai vécu des choses depuis 2007 qui sont passionnantes, ouais. Puis d'autres moins passionnantes, mais voilà, des fois les nuits elles sont un peu courtes parce que ça fait un peu gamberger le cerveau, mais non, c'est passionnant. Hein. Et du coup, pour moi, on a terminé l'épisode. J'ai juste une dernière question. Est-ce que vous voyez déjà des impacts du changement climatique? Et si oui, est-ce que vous avez modifié vos pratiques d'une façon ou d'une autre, adapté celle-ci au fait que le climat a peut-être changé depuis quelques années? Alors c'est vrai que ça fait quelques années qu'on voit vraiment des écarts de température qui sont extrêmes. Je dirais on n'a pas tellement changé de choses, mais on voit vraiment l'évolution. On peut avoir des périodes très séchantes pendant 4-5 semaines. Après, vous avez une pluviométrie qui va être phénoménale pendant une semaine. Les étés sont quand même beaucoup plus séchants. La crainte qu'on a, nous, c'est quand on n'a pas de fourrage. 2023 était une année exceptionnelle en quantité. Je dirais qu'on était à plus 50, plus 70% par rapport à d'autres années antérieures. Par contre, les 2 années antérieures, à 22, 21, là, on n'avait pas assez de fourrage. Il a fallu acheter du fourrage. Donc là, ça peut vous impacter sur les budgets. Quand vous avez 100, 200 rouleaux de foin à acheter, ça peut vite vous faire des 4-5 000 euros de budget supplémentaire à achat fourrage. Donc c'est ça l'ennui. Et puis l'ennui, si c'est le pâturage, parce que quand vous avez 80-90 vaches à faire manger dehors, si vous n'avez plus rien. Il y a eu des années, au lieu de faire manger autour de la maison, on a été obligé d'aller à 2 km avec le troupeau. Du coup, ça impacte un peu des temps plus longs pour aller au pâturage. Les vaches, ça leur fait un peu plus mal aux pieds parce que à un moment donné, quand il y a trop de marche, ça les affaiblit quand même. Après, sur les sécheresses et puis sur ces effets climatiques, on travaille aussi le Vercors sur les prairies artificielles, sur la rusticité des nouvelles plantes qui vont être mises en place. Donc on essaie de travailler avec des gens spécialisés. Donc ça, on y travaille pour essayer d'avoir plus de fourrage avec telle ou telle variété d'herbes. Je dirais qu'encore dans le Vercors, on n'a pas trop à se plaindre. On a quand même des périodes de pluviométrie qui sont assez bonnes quand même. Il y a eu des périodes, oui, mais ça ne dure jamais plus de 4 à 5 semaines. Il y a des secteurs dans la France où ils n'ont pas de pluie pendant des mois. Nous, ça ne nous arrive jamais quand même. Donc c'est une chance. Touchant du bois, c'est une chance, ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. J'étais ravie de vous le proposer car on aborde des questions techniques comme la sélection génétique et le renouvellement du troupeau, mais aussi des questions plus économiques comme l'évolution des fermes, la différence entre montagne et plaine et le prix du lait. Merci à Paul Faure de m'avoir accueilli sur sa ferme et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Alors à bientôt dans un nouvel épisode.